Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 février et c'est la tempête autour de la Ligue 1 et plus particulièrement autour de Ligue 1+, autour de LFP Média. On va en parler en sujet d'ouverture puisqu'on a une menace de démission, de claquage de porte de la part de Nicolas de Taverneau, le président de LFP Média. Autant vous dire que ça fait beaucoup bouger. Et ça, c'est lié à la deuxième news qu'on abordera, la diffusion de la Coupe du Monde 2026 dans son intégralité, qui était prévue sur Ligue 1+, d'après les médias, mais qui finalement va atterrir à beIN Sport et vous allez le voir, le dossier est relativement complexe. Rassurez-vous, nous n'allons pas parler que de la tambouille interne du football français, nous parlerons également de Benassia. Les volontés de claquage de porte sont nombreuses, on parlera de Zahir Emery et de son hypothétique futur rôle en équipe de France, et puis on se concentrera sur un petit match pour clôturer le journal, celui qui a eu lieu entre Manchester City et Fulham. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. C'est à nouveau un bordel gigantesque dans le football français. Le boss de LFP Média, à savoir Nicolas de Taverneau, menace de claquer la porte. Et s'il claque la porte, ça voudrait dire que le capitaine du navire Ligue 1+, quitterait le navire. Et généralement, quand le capitaine quitte le navire, c'est vraiment pas bon signe. Alors concrètement, pourquoi Nicolas de Taverneau tape sur la table ? Eh bien tout simplement parce qu'il a l'impression que tout le football français ne va pas dans le même sens et que du coup, il peut pas bien faire son travail. Celui qui vise en priorité, même si ce n'est pas le seul, c'est Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, qui est le club le plus puissant de France, mais également impliqué dans beIN Sport, qui est une chaîne concurrente. Ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est l'affaire sur la diffusion de la Coupe du Monde, où Ligue 1+ s'est fait en quelque sorte doubler par beIN Sport, mais grosso modo, ça représente un climat de tension qui est présent depuis déjà pas mal de temps, où la double casquette de Nasser El Khelaifi est quelque chose qui est extrêmement critiqué. Alors est-ce que Nicolas de Taverneau va réellement claquer la porte? Est-ce que c'est simplement un coup de bluff, un coup de pression pour faire reculer Nasser El Khelaifi et ses alliés? Honnêtement, c'est très difficile aujourd'hui de se prononcer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le mec qui est censé développer Ligue 1+, c'est le boss de LFP Média, et aujourd'hui, il tape du poing sur la table parce qu'il a un constat d'impuissance. Que ce soit réel ou que ce soit une excuse, ça veut quand même dire que le capitaine, je le redis, est en train de quitter le navire. Autant vous dire que le chaos qu'il y a dans le football français laisse présager le pire pour l'avenir. Il faudrait que Ligue 1+ se développe sensiblement au cours des prochains mois pour espérer ne serait-ce que donner des petits droits TV à nos clubs français. Mais là, on a vraiment l'impression que la trajectoire, elle n'est pas positive du tout. beIN Sport coiffe sur le poteau Ligue 1+ concernant la diffusion de la Coupe du Monde 2026. Cet été, elle sera diffusée en clair en partie sur M6, mais dans l'intégralité sur une chaîne payante. On peut s'interroger sur le fait que la presse française annonçait que c'était d'ores et déjà bouclé pour Ligue 1+, alors qu'apparemment, beIN Sport avait fait une offre qui était bien plus intéressante et qui du coup a été privilégiée par la FIFA. Alors, je suis le premier à avoir fait la vanne comme quoi beIN avait envie d'abattre la Ligue 1 en se positionnant là-dessus et en volant cette ambition à Ligue 1+, mais si je redeviens sérieux, et j'ai fait la précision tout de suite après, beIN Sport, c'est une chaîne qui se positionne depuis sa création sur la diffusion en intégralité de la Coupe du Monde, donc c'était évident qu'en 2026, ils allaient à nouveau avancer pour avoir ces droits de diffusion. Le problème, c'est que ma vanne, c'est la position sérieuse de beaucoup de personnes qui pensent que c'est qu'une question d'attaque personnelle de beIN Sport à la LFP. Or, ça me semble être un petit peu délicat de juger ça comme ça. Le problème, selon Nicolas de Taverneau, le président de la LFP Média, c'est que le deal avait déjà été bouclé avec la Ligue et la FIFA selon lui, et qu'en fait, il se serait fait doubler de manière incompréhensible. Alors, jugera qui voudra sur les questions de timing, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que côté financier, moi je choisis tous les jours beIN Sport. Pour Ligue 1+, on parlait d'un achat des droits pour cette Coupe du Monde à 20 millions d'euros. Pour beIN Sport, on parle du fait qu'il se positionne sur cette Coupe du Monde, mais aussi sur la suivante, pour 60 millions d'euros. Et rien que pour cette Coupe du Monde, on parle de 27 millions d'euros. Et à la place de la FIFA, vous choisissez qui? D'un côté, vous avez beIN Sport, un partenaire historique depuis 15 ans, qui se positionne sur le long terme, pas seulement sur cette Coupe du Monde, mais aussi sur la suivante, qui a les reins solides financièrement. Ou alors Ligue 1+, qui propose
7 millions de moins, quasiment un tiers de moins, qui en plus se positionne seulement sur une Coupe du Monde et qui en plus est un projet où tu sais pas s'ils seront encore en vie dans ne serait-ce que 2 ans. Évidemment que tu choisis tous les jours beIN Sport, et à un moment on peut dessiner tous les complots qu'on veut. Quand tu as un produit que tu veux vendre, qu'il y a quelqu'un qui te donne plus de garanties et plus d'argent, bah tu choisis ce quelqu'un, en l'occurrence beIN Sport. Alors évidemment ça fait pas les affaires de la LFP, évidemment ça entraîne un nouveau drama entre beIN Sport et la Ligue. Après, moi, je dois vous avouer que je me posais déjà la question de la pertinence pour Ligue 1 Plus de poser 20 millions d'euros pour aller acheter ses droits, donc finalement... Le chaos se poursuit à l'OM selon la presse française, et c'est selon la presse française qui est important à avoir en tête. Benassia aurait posé sa démission à l'Olympique de Marseille, mais cette dernière aurait été refusée par Frank McCourt. Alors là, déjà, je tiens à éclairer un premier point. Il y a beaucoup de personnes, y compris des journalistes, qui vont dire « Ah, mais ça a aucun sens, il a posé une démission, ça se refuse pas ». Bah si, en fait, Benassia, il n'est pas en CDI à l'Olympique de Marseille. Il a un contrat à durée déterminée, et comme pour n'importe quel CDD, t'as pas le droit de démissionner comme ça, t'as pas le droit unilatéralement de casser un contrat. Si tu le fais, tu vas avoir des sanctions financières, t'as pas le droit de démissionner comme ça sans qu'il y ait de contrepartie. Eh ben c'est peut-être tout simplement ça qui est arrivé pour Mehdi Benassia, peut-être qu'il a souhaité démissionner, peut-être que Frank McCourt a dit non, t'iras au terme de ton contrat, ou alors il faudra payer les indemnités qui sont prévues dans ces cas-là pour les contrats à durée déterminée. Une fois qu'on a éclairé ce premier point, j'ai quand même l'impression que la presse française en fait beaucoup, parce que finalement quand tu creuses un petit peu dans les détails de ce qui aurait été dit, t'as plus l'impression que Benassia a pris sa part de responsabilité et s'est montré ouvert au fait qu'on se sépare de lui si jamais on estimait qu'il était une partie du problème. J'ai pas l'impression dans ce qui ressort que Benassia est allé taper du poing sur la table en disant j'ai envie de me barrer de ce club. C'est pas exactement la situation, or t'as l'impression parfois que c'est présenté un petit peu comme ça. En tout cas, si je considère que Roberto De Zerbi, il était temps que l'aventure se termine du côté de l'Olympique de Marseille, j'ai pas du tout la même opinion sur Benassia. Pour moi, c'est un dirigeant qui reste pertinent pour l'Olympique de Marseille, et pour moi, t'as déjà une instabilité qui fait que finalement, il faut pas en ajouter et que lui, il doit rester. Donc on va voir comment se terminera cette affaire, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire à un Benassia qui part dès maintenant de l'OM, et j'ai également beaucoup de mal à croire à un Benassia qui forcerait son départ. Et si Zahir Emery devenait le latéral droit de référence en équipe de France? Je vous ai fait une vidéo d'analyse complète de la révolution Zahir Emery, de sa renaissance, c'est disponible sur YouTube mais également sur TikTok, et je parlais dans cette vidéo du fait que son nouveau rôle de latéral droit était pour beaucoup dans le fait qu'il avait retrouvé la forme. Et bien aujourd'hui on a le journal d'équipe qui s'interroge sur cette possibilité en équipe de France, et je dois vous avouer qu'avec du recul, je trouve ça hyper intéressant. En fait, Zahir Emery, au poste de latéral droit, il a de nombreuses qualités qui peuvent plaire à Didier Deschamps. C'est un joueur qui est capable d'avoir un gros volume de jeu, c'est un joueur qui a une expérience internationale majeure, c'est un joueur qui aime bien évoluer ici. Évidemment, son poste préférentiel, c'est le milieu de terrain, mais tu sens que c'est un jeune qui sait faire la part des choses et qui est conscient que vaut mieux être titulaire ou remplaçant latéral droit qu'être sur le banc ou pas appelé au milieu de terrain. C'est un joueur qui est franchement polyvalent, et ça aussi c'est des choses qui plaisent à Didier Deschamps. Donc en fait, Zahir Emery latéral droit en équipe de France, ça coche pas mal de cases, et surtout quand on regarde la concurrence, c'est vrai qu'on peut s'interroger. Benjamin Pavard était une solution à une époque, il est totalement sorti de l'équation. Klose, je pense que j'ai pas besoin de développer pour dire qu'il est passable en équipe de France. On va parler de Malo Gusto, mais Malo Gusto, j'aime beaucoup le joueur, reste qu'aujourd'hui tout n'est pas exemplaire, et Jules Koundé, il est peut-être pas dans la forme de sa vie. Alors on peut débattre pour savoir quelle peut être la place de Zahir Emery. C'est vrai que Zahir Emery défensivement, il a besoin encore de s'améliorer pour apporter pleine satisfaction à ce poste. C'est vrai que latéral droit au Paris Saint-Germain, c'est pas du tout la même mission que latéral droit au sein de l'équipe de France. Reste que j'en parle pas forcément comme le mec qui va arriver et qui va se poser comme un titulaire indiscutable, mais comme un mec qui rentre dans l'équation. Et aujourd'hui, quand tu essayes de constituer le groupe équipe de France, quand tu essayes de trouver un titulaire ou un remplaçant au poste de latéral droit, eh bien oui, Zahir Emery, ça commence à faire sens. Je suis curieux de voir comment ça va tourner, parce que je l'apprécie davantage au milieu de terrain qu'au poste de latéral droit, mais là, j'ai quand même l'impression qu'on commence à avoir une opportunité de carrière qui se dessine.
Match complètement raté pour Manchester City et ça s'explique facilement. Cherki n'était pas titulaire. Bon, j'arrête le forçage avec Cherki. Non, évidemment. Alors oui, Cherki n'était pas titulaire, mais non, évidemment, c'était pas un ratage. C'était au contraire une démonstration de Manchester City face à Fulham, une victoire 3-0 obtenue en seulement une mi-temps et au bout de 45 minutes, tu avais plié tout ça. Donc tu as fait une seconde mi-temps en étant pépère et en jouant en chausson. Voici les compos qui étaient alignés. Belle distribution des buts qui montre que la dépendance n'est plus autant présente que ça pour Erling Haaland. Gay, que je vous décrivais comme une recrue exceptionnelle pour le montant, a été super propre et c'était un match de recrue puisque Semenyo a également été incontournable. Point spécial pour O'Reilly qui, malgré son très jeune âge, est en train de s'imposer petit à petit comme une valeur sûre de l'effectif de Manchester City. Et lui aussi, il sort à nouveau un match exemplaire. Alors Manchester City a assis sa victoire sur deux grands points, le réalisme et le pressing. Fulham essayait de relancer court, Fulham essayait de relancer proprement, sauf qu'en face, t'avais l'intensité Première Ligue incarnée par cette équipe de Manchester City qui finalement les a rapidement pris à la gorge, a entraîné des erreurs de l'adversaire et ça a été immédiatement sanctionné. Et finalement, quand tu plies les débats au bout d'une première mi-temps, tu te décontractes un peu en seconde, ce qui n'a pas amené de but de la part de Fulham, mais ce qui a amené un rééquilibrage. Tu peux le voir au niveau des statistiques, il y a des buts attendus qui sont même assez ironiquement en la faveur de Fulham, mais franchement, tout est dû au relâchement. Sur le classement général de Première Ligue, City met une petite pression à Arsenal avant que les Gunners se déplacent à Brentford ce soir. La course au titre de Première Ligue s'annonce palpitante. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi on parlera d'un joueur qui pourrait prendre la direction de la Saudi Pro League et c'est un dossier extrêmement intéressant puisqu'on parle pas de n'importe quel joueur, on parle d'un élément d'envergure dont l'évolution est intéressante à suivre et surtout d'un joueur qui pourrait même avoir une importance stratégique pour le championnat de l'Arabie Saoudite. Autant vous dire que c'est le genre de dossier qui risque de beaucoup faire parler. Je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.